Bonjour Monsieur Soral, je voulais d'abord vous remercier d'avoir fait monter mon niveau de conscience historique et politique. Ma question est la suivante. Que pensez-vous de Jacques Doriot qui, comme vous, entendait grouper des dissidents de droite et de gauche autour d'un même parti? Prenez soin de vous et au revoir. Ça c'est une question carrée et dangereuse. Alors pour les gens qui ne savent pas, Jacques Doriot est au départ un communiste, je crois qu'il était maire de Saint-Denis, qui était le rival de Thorez au PCF. Il a rejoint Pétain, c'est-à-dire la Révolution nationale, parce qu'on parle toujours de la collaboration, mais il a rejoint la Révolution nationale et la collaboration fatalement. Et effectivement, il est un fasciste français, c'est-à-dire qui a réuni la question sociale et la question nationale. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France, c'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres, nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le legs que nous voulons faire aujourd'hui. Évidemment, quand j'étais jeune, je pensais que ce Doriot était une ordure et un type abominable. Avec une plus profonde culture historique, je me rends compte qu'entre Doriot et Thorez, je suis pas sûr que le plus gros salopard des deux et le moins courageux des deux soit Doriot. Je rappelle que Thorez s'est barré dès la déclaration de guerre, a passé toute l'occupation en URSS, sous contrôle soviétique, et qu'il c'était pas vraiment un patriote français, c'était un agent soviétique. Ne comptez pas sur moi pour cracher sur Doriot. En revanche, quand on regarde les images de Doriot, il y a quand même un truc qui fait réfléchir, qui interpelle sur ce que c'est que le national-socialisme à la française. C'est autant quand on voit des SS en uniforme Hugo Boss, ils incarnent quelque chose de violent, de dur, de germanique. Autant Doriot, quand il essayait de jouer le fasciste, avec son côté bonhomme qui met bien la bouffe et la picole, et son côté pas très soigné, il y avait un côté un peu ridicule. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden, et aujourd'hui on va continuer sur le que sais-je sur les fascismes. Voilà, petit à petit on va le terminer. Donc là on va parler des antécédents du fascisme français. Parce qu'apparemment, je suis dans quelques vidéos précédentes, effectivement, des sociologues américains attribuent l'ancêtre du fascisme au bonapartisme, etc. Effectivement, il y a pas mal de points communs quand même, je trouve aussi. Donc côté avec le livre de les trois droites, etc., etc. Enfin, je mettrai la théorie des trois droites en description si je trouve le lien, ou la brochure des debunkers de Hawke. Je crois qu'il y a une brochure qui reprend la théorie de Raymond Aron. Je sais plus, un théoricien, un politologue, apparemment où la vision des trois droites fait référence. En tout cas, a fait consensus du moins. Enfin bref. Je crois même qu'il y avait la vidéo du Tizimit, pour une rare fois il ne fait pas du mauvais travail, on va dire. Enfin, un peu moins tiède que d'habitude, mais enfin bref, c'est autre chose. Et que je mettrai tout dans la description, bien évidemment. Les antécédents, Napoléon Ier et Napoléon III, ont frayé la voie au fascisme par la dictature, le culte du grand homme, la recherche de l'appui populaire par le plébiscite, la restructuration du corps social par nouvelle noblesse ou par la promotion d'une classe d'hommes d'affaires. En fait, le bonapartisme exprimait autant la Révolution française que le nationalisme d'inspiration jacobine. Au XXe siècle, il avait perdu toute véritable implantation, sauf en Corse, où il subsistait de façon plus folklorique que politique. Sa dernière incarnation était le boulangisme, dont aucun fasciste français ne s'est jamais réclamé. Si ancêtre il y avait, il était bien oublié. Effectivement, le boulangisme, qui est un mouvement assez intéressant d'un point de vue critique, parce que ça ressemblait à l'époque, une certaine extrême gauche, une certaine extrême droite, enfin voilà, je mettrai encore le lien dans la description. Le boulangisme, c'est un mouvement assez intéressant pour comprendre un petit peu le fascisme. Et je crois que Ziv Sternel, on parlait dans ses bouquins, dans Ni droite ni gauche, et dans La droite révolutionnaire, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Le bonapartisme était d'ailleurs récusé comme républicain par l'Action française. Nolte a relevé les traits fascistes de cette tendance politique, favorable à l'autorité, à la hiérarchie, à la discipline, hostilité à l'individualisme, à la démocratie et à la république parlementaire. Pour l'Action française, comme on l'appelait, la patrie incarnée dans l'État était le principe suprême au nom du nationalisme intégral. L'Action française exalte la violence, la subversion,
a là ses équipes de choc, les Camelots du roi, qui châtient les malpensants qui sont nombreux parmi les étudiants. Elle insulte et salit ses adversaires de façon ordurière. Oui, ça c'était avant que l'Action française refasse... Enfin, même tous les mouvements d'extrême droite ont retravaillé leur commun. Elle était responsable de l'assassinat de Jaurès. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je sais plus, il y avait une anarchiste aussi qui avait flingué le numéro 2 de l'Action française, une balle entre les deux yeux en mode thug, poum poum. C'est pour les nostalgiques, oui, la gauche était mieux avant. Bah, la gauche, à un moment donné, c'est une nana, je crois qu'elle était anarchiste, c'est ça. Ouais, elle est arrivée dans les années 20, je sais plus trop quoi, elle est arrivée, elle a flingué le numéro 2 de l'Action française, comme ça au calme, en mode Tony Montana. Enfin bref, je pense que je mettrai le lien dans la description aussi, je crois que France Culture avait fait un truc là-dessus. Elle s'éloignait considérablement du monarchisme traditionnel d'un Bonald ou d'un Maistre, et nombreux étaient les fascistes avérés qui avaient été de ses adeptes. Cependant, l'Action française, si elle admirait Mussolini, ne l'imitait pas. La dictature, pour elle, devait être toute provisoire pour permettre le rétablissement de la monarchie héréditaire. Elle prétendait qu'il fallait revenir à l'état de choses antérieur à 1789, et elle s'affirmait ainsi profondément réactionnaire. Elle préconisait l'ordre, la raison contre l'instinct, le classisme contre le romantisme. Ouais, ça a un peu changé, j'ai l'impression. Pour elle, l'État ne devait pas être centralisateur, mais régionaliste. Il devait s'appuyer sur les élites traditionnelles, l'Église, l'armée, l'ancienne aristocratie, les propriétaires fonciers, les notables, en somme. Oui. Léon Daudet rejetait d'ailleurs toute analogie avec le fascisme italien. Effrayé par les masses qui ne pouvaient être que le peuple de Paris de 1793 ou de la Commune, les méprisant, l'Action française était peut-être un palier vers le fascisme, mais elle n'était pas le fascisme. Effectivement. Je crois aussi que Ziv Sternel avait, dans sa biographie de Jaurès, enfin bref, il avait esquissé une thèse comme ça un peu, il avait clairement évoqué, enfin bref, Ziv Sternel de toute façon, il a totalement... ses bouquins se tournent vers le fascisme en français, et c'est vrai que ça l'Action française a une... Comment dirais-je, en termes d'affiliation, est assez présente. Il reste que, comme en Italie, la guerre avait remis à l'honneur en France l'efficacité, la hiérarchie et le sens national. Les anciens combattants déploraient les querelles et l'inefficacité des partis politiques qui avaient galvaudé la victoire. De multiples groupes, à des fins électorales, voulaient grouper les amis de l'ordre, comme contre la subversion sociale. Certains, comme les jeunesses patriotes, avaient un uniforme et préconisaient un renforcement de l'autorité avec une charte sociale. Le faisceau de Georges Valois. Alors Georges Valois aussi, qui était un ancien anarchiste, hein, c'est un ancien anarchiste, mais qui s'est approché de l'Action française. Et pour le coup, le faisceau, ça a été le premier parti fasciste français. Vraiment structuré, vraiment déclaré, vraiment se revendiquant ouvertement du fascisme. Et Georges Valois, c'était un ancien anarchiste. Voilà, comme quoi... Hein, certains disent le fascisme est de gauche. Non, c'est un dérivé, c'est un... Les gens partent. En général, quand tu commences à l'extrême gauche, tu finis je suis fasciste, c'est que tu as clairement dérivé. Je crois même qu'il y a un livre de Laurent Joly sur ça, c'est la dérive fasciste. Enfin bref, que j'ai pas encore lu. Le Féchaud va s'inspirer lui directement du Mussolini. Ouvrier du livre, d'inspiration proudhonienne et anarcho-syndicaliste, Georges Valois est séduit par le premier fascisme italien. Voilà, anarcho-syndicaliste. Il veut réunir socialisme et nationalisme, l'état des combattants et celui des producteurs. Sacrée prétention. Il préconise un socialisme hiérarchisé à la Saint-Simon. Il demande une dictature nationale, une assemblée des métiers et une autre des chefs de famille, un système corporatif. Si Valois n'a guère de succès populaire, les effectifs de son mouvement demeurent squelettiques, il en est une expression, il est une des expressions intenses de l'intense fermentation qui, aux environs des années 30, agite les intellectuels français. Je crois d'ailleurs qu'il était dans les années 20, si je dis pas de bêtises. Ah oui, aussi, le faisceau a fermé parce que, il a fait faillir, le parti n'a pas duré parce qu'il n'y avait plus de financement et il se revendiquait trop d'orientation révolutionnaire, ça ne plaisait pas forcément au grand patronat et même au petit patronat. Donc c'est peut-être pour ça qu'il avait trop affiché son souci révolutionnaire. Français. Les hebdomadaires, les enquêtes se multiplient qui recherchent une troisième voie entre socialisme et capitalisme, plus ou moins directement subventionnés par des hommes d'affaires. Le Maigre Dubreuil, Coty ou par le consulat italien à Paris. Le plus virulent de ces groupes est celui du journal Je suis partout.
Brasillac, Bardèche, anti-bolchevique et antisémite qui préconisent la violence. Les intellectuels, surtout les jeunes, s'engagent donc dans le combat politique contre la République. Ils demeurent souvent marqués par l'anti-germanisme de l'action française et sympathisent davantage avec le fascisme italien. Une pétition contre les sanctions de la SDN a infligé à l'Italie se couvrira de centaines de signatures de journalistes, écrivains et d'artistes. Cette fermentation gagne d'ailleurs la gauche socialiste, syndicaliste ou radicale. Dans Front commun et La Flèche, Bergerie et Isard se disent adversaires du système parlementaire, partisans d'un vaste rassemblement des travailleurs organisés en syndicats et en coopératives. Ils s'opposent à la fois au trust et à la dictature de classe. Le renouveau italien, la puissance retrouvée de l'Allemagne, attire ces intellectuels que trouble le nationalisme affirmé par les communistes depuis 1935 et qu'effraie la perspective d'une seconde guerre mondiale. La décadence de la démocratie leur paraît irrémédiable. Toujours le thème de la décadence. Cette confrontation d'idées contribue à discréditer les partis politiques traditionnels. Elle tend à effacer les frontières entre la droite et la gauche. Elle ne débouche pas pleinement sur le fascisme, mais en facilite l'éclosion, notamment et d'abord dans les ligues. Et fin des antécédents du fascisme. Donc voilà, c'est derrière le dernier passage sur l'espèce de l'effacement du clivage gauche-droite aussi. Sacré tacle. Bon point, je dis bon point. Oui, donc voilà, c'était sur les antécédents du fascisme et c'est plutôt pas mal. Je dis ça souvent sur ce que c'est, mais vraiment il est bien. Vraiment, je le redécouvre avec vous à chaque fois. C'est vraiment assez intéressant. En tout cas, je pense que ma diction s'améliore avec le temps, je pense. En tout cas, dites-le dans les commentaires. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.